notre quatrième thématique où nous allons parler des usages et de la pratique des nouvelles générations. On va parler d'un nouveau dispositif qui existe désormais, le fameux Pass Culture. Est-ce que ça vous dit quelque chose dans la salle, le Pass Culture? Levez la main, ceux qui ont déjà entendu parler du dispositif. Non mais, vous n'êtes pas dedans. Vous ne jouez pas. Alors, j'ai vu. Ceux qui n'en ont jamais entendu parler? OK. On parlait du Pass Culture, Jean-Michel. Ça te dit quelque chose ou pas? Le Pass Culture. Très bien. Easy, le Pass Culture. So. OK. Et la voisine? C'est très bien. C'est de ça dont nous allons parler tout de suitement, je dirais. Et pour en parler, donc, nous avons Delphine, qui est la chargée, Delphine Kamal, qui est la chargée de développement du Pass Culture pour l'Outre-mer. Veuillez frapper la main à des mains pour Delphine, qui est dans tous ses états, vous l'aurez bien compris, parce que ce n'est pas son truc. Mais par contre, c'est une passionnée, c'est pour ça qu'elle est là. Bienvenue Delphine, prends le micro, on y va. Alors, donc, c'est quoi le Pass Culture? On va faire très compliqué. C'est quoi le Pass Culture? Il est allumé ou pas? Il y a un bouton? Ça y est. Super. Donc le Pass Culture, c'est un dispositif gouvernemental qui a été ouvert en mai 2021 pour les jeunes de 18 ans. Et je vous parlerai de l'évolution après. Donc c'est une application géolocalisée qui permet aux jeunes de découvrir toutes les offres culturelles qu'ils ont sur leur territoire. Et le deuxième facteur qui est très important pour moi, ce Pass Culture, il permet aussi d'offrir une nouvelle visibilité aux artistes du territoire, aux acteurs culturels. Et donc pour moi, c'est aussi comment je peux promouvoir toute la culture, par exemple en Guadeloupe, au-delà des frontières. Voilà. Alors justement, comment ça fonctionne? Donc on est d'accord, on a retenu que c'est une application. Donc ça veut dire que là... Alors, quel âge on a dit? Les 18? Alors, en mai 2021, on a ouvert aux jeunes de 18 ans. Oui. Et à partir de janvier 2022, on a ouvert aux jeunes de 15, 16 et 17 ans qui ont des premiers, ce qu'on appelle microcrédits. Donc, à 15 ans, ils ont 20 €. À 16 ans, ils ont 30 €. 17 ans, 30 €. Et à 18 ans, ils ont 300 €. Le Pass Culture, c'est aussi, il faut le dire, un agenda culturel parce qu'au-delà des offres payantes, donc, pour rappel, ils peuvent se payer des places de concert, des albums, des livres, s'offrir des instruments de musique. Ça peut participer à leurs stages, à leurs abonnements de pratique artistique, leurs cours de dessin, etc. C'est aussi un moyen de les informer de tout ce qui se passe, donc avec des événements, donc les festivals, les rencontres professionnelles, tout ça. Mais aussi, il y a des temps forts qu'on essaye de développer, donc des temps forts qui sont gratuits, pour leur permettre de rencontrer des professionnels de la culture, pour aussi pouvoir transmettre de génération en génération des savoir-faire. Et il y a un dernier volet, qui est aussi depuis février 2022, c'est le Pass Culture collectif à destination des scolaires. Donc en fait, les enseignants des élèves de la 4e à la terminale peuvent bénéficier, peuvent créer avec des acteurs culturels de nouveaux projets sur le territoire. D'accord, donc on est d'accord, hein, pour bien voir si j'ai bien compris. J'ai mon téléphone, j'ai entre 15 et 18 ans, je télécharge mon Pass Culture, ok, et dedans, j'aurai un budget, un crédit, que je vais, vous êtes d'accord avec moi, hein, si je dis des bêtises, rectifiez-moi. Je vais pouvoir donc acheter des concerts, des livres, quoi encore on a dit? Des places de cinéma. Des places de cinéma, enfin tout ce qui est culturel. Le montant varie en fonction de l'âge. C'est ça. Et puis, là-dedans, j'ai aussi un agenda, d'où on parlait de visibilité par rapport aux artistes, c'est ça. Donc, là-dedans, il y a des rendez-vous, des concerts, etc., pour qu'ils puissent aussi faire leur choix. C'est ça. Exactement. Et il y a encore quoi d'autre dans cette application? J'ai oublié. Donc, il y a les projets avec les scolaires. C'est quoi ces histoires de projets? Ça, je n'ai pas compris. Alors, les projets avec les scolaires, par exemple, vous avez un concert et dans la journée, vous décidez de faire une représentation spécifique pour les élèves de la 4e à la terminale. Comme l'Archipel, par exemple, fait souvent à Basse-Terre. Exactement.
Et du coup, voilà, les enseignants peuvent contacter les acteurs culturels pour bénéficier d'une offre. Ou d'une rencontre particulière avec les comédiens ou quelque chose comme ça. Ah, c'est sympa ça. Ouais. Super. Est-ce qu'on peut applaudir? Moi, je trouve ça magnifique. J'aurais adoré, à mon âge, enfin à l'époque, mais vous n'avez pas prévu de faire un pass culturel pour les plus grands? Ben non. Les seniors? Non. Non, on va même rajeunir, on va ouvrir en septembre 2023 dès la 6e. Mince alors. Bon, ok, pas de problème, ça marche. Comment se passe le déploiement de ce pass en Guadeloupe, hein, parce que vous êtes vraiment chargé, en fait, de l'outre-mer. On va parler de la Guadeloupe et peut-être même l'outre-mer. Alors, on est 2 en outre-mer. Moi, j'ai la Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon. Et j'ai un collègue qui s'occupe de la Réunion et Mayotte. Et il y a d'autres territoires ultramarins qui ne sont pas encore ouverts sur le pass culture. Ben, comment ça se passe? Ça se passe de mieux en mieux. On a aujourd'hui plus de 9000 jeunes en Guadeloupe, on a plus de 10 000 jeunes en Martinique et plus de 6 000 jeunes en Guyane qui sont inscrits sur le pass culture. Et on voit d'ailleurs qu'ils s'approprient ce pass culture puisqu'il y a un taux d'utilisation qui est au-dessus de la moyenne nationale, puisque en moyenne, dans les Outre-mer, on est à 70% d'utilisation de ce pass culture. Et la spécificité, par exemple, en Guadeloupe, on parlait du numérique, mais en fait, sur les 26 000 offres qui, depuis un an, ont été faites par les jeunes, il y en a 25 000 qui sont en physique, c'est-à-dire vraiment ma place de concert, mon abonnement pour mon cours de musique, mon instrument de musique. Et en fait, il n'y en a qu'un peu plus de 1000 en numérique, puisque les jeunes peuvent aussi bénéficier d'offres numériques, donc les plateformes de live stream, voilà. Alors, comment moi, artiste, hein, je ne sais pas moi, Chris ou Izzy ici, je peux favoriser justement la consommation de ce pass, parce que ça a tout un intérêt pour moi, artiste. Comment je peux faire augmenter cette consommation pour que justement que ces jeunes puissent venir à mes concerts? En fait, c'est aux acteurs culturels de rejoindre le pass culture. Alors, quand tu dis... alors, ici, tout le monde se dit tu. Je ne sais pas si tu es au courant. C'est bon, ça te va. Quand tu dis acteur culturel, c'est quoi? C'est les organisateurs de spectacles? C'est les salles? Oui. C'est l'artiste aussi, il peut, en tant que producteur ou organisateur d'événementiel, exactement. Donc, c'est tout simplement s'inscrire sur la plateforme Pass Culture dans l'espace acteur culturel. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Et proposer donc ces offres qui seront visibles immédiatement sur l'application. Et pour toutes les offres payantes, il y a des remboursements qui ont lieu tous les 15 jours. Ah oui, ça va vite quand même. C'est-à-dire que le concert, c'est, par exemple, on prend le cas du festival Lily. Le concert, c'est demain. Le jeune a peut-être pris son pass il y a une semaine, et donc une semaine après, on est crédité. Exactement. Qui j'en trouvé? Non, mais il est bon. Il est bon, Izzy? Oui, je suis là. Tariq. Ouais? Exactement. C'est ça. Oui, alors pour les Outre-mer, il y a 2 mises en avant. Donc en fait, moi je travaille sur une programmation tous les 15 jours. Donc tous les 15 jours, je regarde les nouvelles offres qui sont sur le Pass Culture dans mes territoires. Et donc j'en choisis pour justement que le jeune, quand il ouvre son application, il puisse voir des événements. Il y a aussi la construction d'événements exclusifs. Par exemple, vous organisez un festival, vous avez envie d'ouvrir à 10 jeunes la visite des coulisses, la rencontre avec un artiste. Dans ces cas-là, on fait carrément ce qu'on appelle des pushs de communication qui vont partir dans toutes les Antilles Guyane. Donc ça, c'est le vecteur ici sur les territoires. Et après, moi, dans le but aussi de valoriser les offres au-delà, on a une playlist nationale, ultramarine qui est visible par les 2 millions d'utilisateurs du Pass Culture. C'est-à-dire que dès qu'il y a un artiste ultramarin qui est en concert en Hexagone, on met la publicité sur le Pass Culture. Dès qu'il y a un auteur qui sort un ouvrage, on le met sur le Pass Culture. Enfin, voilà. Et on voit que ces playlists sont les plus regardées, en fait. D'accord, donc du coup, qu'on comprenne bien, et c'est là où le web devient super intéressant, ça veut dire que là, nos ultramarins ont vraiment une visibilité internationale. Ça, c'est extraordinaire. National, au moins avec le Pass Culture. Au moins national, d'accord. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à préciser, Céline? Delphine, pardon. Attendez, c'est bien ça? Oui, c'est bien Delphine. Ça arrive souvent. Oui, pardon.
on arrive en fait à savoir les pratiques culturelles des jeunes. On a fait une étude sur le milieu musical donc, dans tous les territoires. Et par exemple, on s'est aperçu que ce pass culture, il a quand même permis à 69% des jeunes inscrits d'aller à leur premier concert. Et ça, je pense que c'est important. Voilà, y a aussi, ça a permis aux utilisateurs fréquents de concerts d'y aller plus souvent, du coup de pouvoir bénéficier de 2-3 concerts. C'est une étude qui a été faite sur 1600 jeunes entre 18 et 20 ans. Et donc, ils ont fait remonter aussi pourquoi ils voulaient aller au concert. On s'aperçoit que les jeunes n'y vont pas seuls, ils y vont avec leurs amis ou en famille. Ça a permis de créer ce qu'on appelle l'offre duo. Donc en fait, une personne qui n'est pas sur le pass culture peut bénéficier du même tarif que le jeune. Voilà. Donc et puis on s'aperçoit qu'il y a cet objectif de transmission. Les jeunes, ils veulent aller rencontrer les artistes, ils veulent rencontrer des savoirs, ils veulent comprendre comment on embrasse une carrière. Et donc voilà, c'est ça qui est important aussi. Quand on sait que souvent le nerf de la guerre c'est l'argent, ça permet véritablement à ces jeunes d'accéder à la culture. Je pense en plus que c'est quelque chose qui vous parle en tant que toujours dirigeante de la Mangrove. Toujours co-directrice de la Mangrove. De la Mangrove. Alors j'imagine si à l'époque il y avait déjà ce pass culture, ça aurait été encore plus intéressant pour la compagnie, du coup. Ça marche bien, en fait. Oui, puisque la compagnie existe toujours, puisqu'elle existe depuis 2007. Bref, ce n'est pas le sujet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Sinon, on va pouvoir compléter ce propos par rapport au pass culture, puisque forcément, quand on dit culture, on voit la DAC et on sait que c'est la DAC qui est à l'initiative, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, ça fait partie des actions que vous déployez sur le département. J'ai le droit de me tromper, je vous préviens. Donc n'hésitez pas à me rectifier, il n'y a aucun souci. Merci, donc c'est bon, on arrête là. N'hésitez pas, puisqu'on est sur le pass culture, vous le déployez à n'importe quel moment à intervenir, il n'y a aucun souci. Céline, cette fois-ci, Brugère, vous êtes conseillère spectacle vivant à la DAC, donc la direction, j'allais dire de l'agriculture. Non, mais n'importe quoi. Des affaires culturelles. Donc, je disais, partenaire du Festival Lili, la DAC, mais aussi, comment intervient la DAC au niveau du Pass Culture? Donc, du coup, là, je ne me mouille pas trop, je pose la question. Le Pass Culture, en fait, c'est quelque chose qui a été mis en place, qui a été souhaité par le président de la République il y a déjà quelques années de cela. Donc, il a fallu le temps, évidemment, du développement, enfin, voilà, de créer le cahier des charges et de développer l'outil après avant qu'il soit déployé sur les territoires. Donc nous, on est là, on est un service déconcentré du ministère de la Culture en Guadeloupe. Donc évidemment, le président de la République pour le Pass Culture a confié le dossier au ministère de la Culture et nous, on est chargés, les DAC et les DRAC en région hexagonale, d'accompagner le déploiement de ce Pass Culture sur nos différents territoires, en lien étroit avec les référents, les chargés de mission territoriaux qui ont été désignés. Alors, quand on dit accompagner, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment la DAC accompagne? C'est quoi? C'est du financement? C'est de l'humain? Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour... C'est plutôt technique. Nous, notre travail, ça a été une fois les référents territoriaux nommés, désignés, de les accueillir au sein de la DAC régulièrement et qu'on soit un interlocuteur privilégié pour leur faciliter en fait ce travail de déploiement sur les territoires en les aiguillant à la lumière de ce que nous, on connaît des territoires, mais aussi de les aiguiller vers d'autres partenaires que le ministère de la Culture et l'État, pour que le plus rapidement possible, ils puissent construire quelque chose qui s'apparente à un fichier, une base de données, pour envoyer les fameux mails que j'entendais, qui est peut-être celui que la personne a reçu tout à l'heure. Voilà, l'idée, c'est qu'à un moment donné, le référent territorial ait la bonne adresse pour envoyer le mail pour la première prise de contact et qu'à un moment donné, les structures, les acteurs culturels concernés effectivement fasse la démarche de devenir force de proposition pour une offre au titre du Pass Culture. Voilà, c'est un peu ça, si je résume, mais tu peux me compléter, Delphine. Alors, vous avez dit que c'était un souhait du gouvernement, en tout cas du président de la République. Alors, quelle est la volonté justement derrière ce Pass Culture ?
Alors moi, je vous avoue que ce n'est pas le dossier que je suis en lien direct à la DAC. Donc celle-là aussi, Delphine pourra me compléter au besoin. Mais a priori, l'idée, c'était de partir d'une forme de diagnostic sur le fait de pouvoir mettre en place quelque chose qui soit extrêmement facilitant pour les jeunes, pour un accès à la culture qui corresponde à leur usage privilégié. Et on sait qu'à l'heure actuelle, pour toucher les jeunes, il faut passer par le numérique. Et le digital, absolument. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir amener, je pense, quelque chose de nouveau à l'endroit de l'adresse entre les acteurs qui effectivement ont des programmations artistiques et culturelles pour pouvoir aller toucher un public qui sinon ne serait pas forcément intéressé par les concerts. Voilà, ou dont on sait que ça va passer par un certain canal qui va être soit familial, quand il y a effectivement des habitudes déjà au sein du cercle familial d'être incitatif pour les jeunes pour aller vers de la culture, ou alors le canal scolaire ou autre. Mais bon, l'idée c'était essayer de mettre en place quelque chose de nouveau pour pouvoir essayer de toucher de nouveaux jeunes. Vous avez des chiffres sur le déploiement sur le territoire? On a dit pratiquement 10 000 en Guadeloupe, mais l'objectif à court terme, c'est sur l'année, ou est-ce que c'est comme ça que ça se calcule? En fait, on prend la base de données de l'INSEE. Par exemple, pour les 18 ans, on est à 69% de jeunes qui sont inscrits sur le Pass Culture. Donc, l'objectif rêvé, c'est les 100%. D'accord. Voilà. Et on a 130 partenaires en Guadeloupe qui proposent des offres régulièrement. Voilà. Est-ce que vous avez identifié certains freins sur le territoire? Pourquoi vous rigolez? Bah oui. Non, mais... Je vous rassure, j'ai le droit de dire des bêtises, il n'y a aucun souci avec ça. Alors, la liste est longue. Ah. Non, mais... Bon, alors les plus importants. Allez, on en fait déjà, 3. C'est une application géolocalisée, donc ça veut dire qu'on est quand même dans des territoires où il peut y avoir de la fracture numérique, il y a de l'électronisme, il y a des freins idéologiques, il y a de la précarité. Tout jeune n'a pas forcément un smartphone ou un ordinateur à disposition. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec les relais sociaux. Voilà, il y a aussi les transports. Comment un jeune qui veut par exemple aller à la scène nationale un samedi soir, s'il n'est pas véhiculé, comment il rentre chez lui s'il est en grande terre, comment un jeune de Marie-Galante peut venir sur le territoire pour un festival, il y a pas mal de problématiques. Du coup par rapport à ces freins diagnostiqués, est-ce que du coup il y a peut-être des réponses qui seront mises en place avec la DAC pour pouvoir favoriser le déploiement de ce Pass Culture? Alors, la première chose, premier élément de réponse, c'est qu'évidemment, la DAC n'est pas la seule compétente sur le territoire en matière de culture. Oui, puisqu'elle travaille avec la région notamment, donc du coup... C'est une compétence, par définition, qui est partagée. Donc ça, c'est un élément très important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce type de dispositif, tel que le Pass Culture, ça permet... c'est un dispositif dont on voit qu'il est somme toute relativement simple. Voilà, c'est encore une fois l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'était de proposer quelque chose d'assez direct. Donc c'est quelque chose qui n'est pas compliqué en soi, techniquement, même s'il y a des enjeux de fracture, d'électronisme, etc. Mais globalement, l'idée c'est quand même que ce soit simple. Ça permet justement d'avoir un effet un peu révélateur sur, une fois que ça s'est mis en place, quels sont les freins ? Qu'est-ce qui remonte du terrain, entre guillemets, c'est pas un très joli terme, mais qui peut expliquer le fait que ça ne réponde pas peut-être au rythme qu'on aurait pu imaginer, ou qu'on ait des témoignages comme quoi il y a ça ou ça qui ne marche pas. Donc c'est un effet révélateur qui est très intéressant et qui peut nous aider à alimenter de façon très concrète le dialogue qu'on peut avoir avec les collectivités, avec d'autres acteurs, pour dire, voilà, là on voit très clairement qu'on met le doigt sur un dysfonctionnement très précis, par exemple dans le milieu scolaire, la question des transports. Là c'est quelque chose, une fois que c'est avéré dans les remontées qui se font du terrain au niveau du Pass Culture, c'est donc ça devient un axe de travail potentiel à explorer en lien avec les collectivités, parce qu'évidemment
Vous ne pouvez pas tout faire, on a bien compris. Et on n'est pas compétent pour ça, c'est pas à nous de... Ok, très bien. Merci beaucoup Delphine et Céline. Très bien. Puisqu'on parlait du déploiement de ce pass culture et de l'usage, en tout cas, nous avons quelqu'un qui a une grosse expérience en la matière, puisqu'il a travaillé à vos côtés, hein, il a travaillé sur plusieurs festivals. Je ne citerai que le festival Rock en Seine, les Inouïs du Printemps de Bourges. Alors, les Inouïs du Printemps de Bourges, c'est ça. Ce sont les scènes émergentes, voilà, des jeunes artistes émergents. Donc justement, on aimerait partager avec toi, Pascal, votre expérience par rapport au Pass Culture au niveau de ces différents festivals. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Salut à toutes et tous. Je suis ravi d'être là en Guadeloupe pour... à mon niveau, témoigner de ma modeste expérience donc ici sur le sujet du Pass Culture. La première chose que j'aurais à dire, c'est que le Pass Culture est un dispositif qui est particulièrement important parce qu'il participe à un questionnement que tout acteur culturel, diffuseur, se pose depuis toujours, et en particulier depuis ces dernières années, depuis l'arrivée du numérique, renforcée avec cette période douloureuse du Covid, qui est, pour une structure qui offre une proposition de spectacle, de développer son public, d'élargir son public, de rajeunir son public. Et typiquement, le Pass Culture est un moyen assez idéal pour amener les nouvelles générations à une consommation de biens artistiques et culturels. Je dirais aussi sur ce terrain que ça relève de la responsabilité de tout opérateur diffuseur, que ce soit des festivals ou des salles, de s'emparer de ce genre de dispositif en travaillant avec les structures qui le déploient, les organismes publics qui en sont à l'initiative, et travailler collectivement aussi ensemble à promouvoir en fait ce genre de dispositif, et de travailler ensemble à une forme de médiation. Pour faire connaître le dispositif, aller dans le détail auprès des usagers sur ce qu'il permet d'atteindre, sur véritablement ce qu'il offre. Je trouve hyper intéressant les exemples que donnait Delphine sur le fait d'amener aussi les établissements d'éducation, d'enseignement, à développer des actions de médiation, d'éducation artistique et culturelle, et que ce dispositif permette de participer et d'amplifier à ce que font déjà bon nombre de lieux, en tout cas en métropole, et je crois que sur le territoire de la Guadeloupe et des Antilles, je crois qu'il y a pas mal de travail sur ces questions-là. En tout cas, c'est vraiment le meilleur moyen que d'amener les nouvelles générations à la chose artistique et culturelle, tant en tant qu'acteurs, que futurs acteurs, artistes, professionnels du secteur culturel, comme d'un futur public. Très bien. Alors justement, est-ce qu'au niveau de ces différents festivals où tu as travaillé, tu as vu carrément une influence de ce pass culturel par rapport au type de fréquentation? Donc, est-ce que ce jeune public est revenu vers vous sur ces festivals-là par rapport à l'utilisation du pass? Alors c'est un dispositif très récent, donc on est quoi, 2019, 2021. Donc je pense qu'on a encore peu recul, d'éléments pour porter un jugement là-dessus. En tout cas, ce qui est assez notoire, c'est que clairement, on a un public nouvelle génération qui va abonder sur le dispositif pour se déplacer
sur des... je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire des concerts, sur des esthétiques qui ne va pas venir découvrir, mais qui va véritablement venir consommer. C'est-à-dire tout ce qui va être à tendance urbaine. Et on voit des chiffres assez impressionnants sur typiquement des concerts de musique hip-hop en salle, où on va voir une utilisation du pass culture qui va entre 45 et 75% de la jauge. Mais justement, est-ce qu'il a fallu réadapter la stratégie de com par rapport à ça, ou encore, voire même revoir la programmation, sachant que vous avez un nouveau public qui arrive chez vous? Alors, revoir la programmation, on va dire, tout dépend des lieux. Ouais. Parce que toi, tu es sur les scènes, on parle des scènes émergentes notamment. On parle des scènes émergentes. Après, dans la majorité des lieux de concert, diffusion régulière, le principe est d'assurer une diversité des esthétiques. Bien sûr, de répondre aussi à une attente publique. Mais tout en mettant en place une programmation harmonieuse en termes encore une fois, d'esthétique, de cible publique en termes de génération. Donc est-ce que typiquement le pass culture a une influence sur précisément de programmer davantage de concerts de rap pour toucher un jeune public? Peut-être. Mais l'idée, c'est en tout cas aussi d'amener ce jeune public à découvrir d'autres esthétiques, de nouveaux répertoires, de découvrir un lieu, ce qui s'y passe, et de aussi découvrir les offres au-delà de l'offre qui est la plus visible, qui est celle de la diffusion. L'offre d'enseignement musical, d'accompagnement de pratique, de participer aussi en tant que bénévole sur un festival ou une salle, et de s'intéresser encore une fois aux différents métiers de la musique. En tout cas, on peut dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, que ce fameux pass culturel permet, comme le dit le nom, l'accès à la culture pour ces jeunes, nouvelles générations. Bon, très bien. Merci beaucoup.